Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien, que la connexion est de suffisamment bonne qualité. Bienvenue pour cette Affectio Talk qui est consacrée, et on va passer 1 heure ensemble sur un sujet qui est sensible, avec des facteurs de complexité technique et avec une grande dimension sociétale. Il s'agit du thème de la responsabilité fiscale des entreprises. Nouvel enjeu de RSE. Et pour évoquer ce sujet, peut-être indiqué en propos liminaires et avant de présenter nos intervenants, qui pour certains, cela constituera, je pense, une première prise de parole sur ces sujets, et c'est assez emblématique en public. Je vous indique que ces sujets de fiscalité ne sont pas nouveaux dans l'univers de la RSE. Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales évoque le sujet de la fiscalité depuis des années. C'est ça. Les Principles for Responsible Investment aussi. Et pour votre information, il se trouve que le point de contact national français de l'OCDE vient d'être sollicité tout dernièrement, ces dernières semaines, à propos d'un dossier qui concerne Airbnb sur le sujet précisément de la fiscalité. Donc, ces dispositifs dits de soft law sont mobilisés aussi, et sans doute que cette tendance ne fait que commencer. Alors, l'idée de cet Affectio Talk, c'était de réunir avec nous, et donc on a la chance d'avoir en fait 2 grandes catégories d'interlocuteurs et d'acteurs. Alexis Mas et Ewan Livingstone, l'un et l'autre respectivement, qui vont se présenter et présenter leurs actions. On peut dire à ce stade-là, et dans le cadre de cette Affectio Talk, représentent des institutions qui font du plaidoyer sur ce sujet-là, afin d'améliorer les pratiques. Et ce faisant, elles expriment des attentes. Ils vont nous indiquer d'où elles viennent et quel type d'acteurs et de parties prenantes se mobilisent sur ces sujets-là. Et enfin, 2 autres acteurs, en l'occurrence Laurence Jaton et Fabrice Bonifay. Donc on vous remercie tous les 4 de votre présence. Laurence Jaton et Fabrice Bonifay qui représentent le monde de l'entreprise, donc du grand contribuable qu'est une grande entreprise, et qui sont respectivement pour Laurence Jaton à la direction fiscale du groupe Engie, Fabrice Bonifay qui est directeur du développement durable du groupe Bouygues, et également qui a la casquette aujourd'hui de président, toujours, mais particulièrement aujourd'hui, on aimerait entendre sa parole sur le sujet de la fiscalité, la responsabilité fiscale, en sa qualité de président du collège des directeurs du développement durable. Donc, ce que je vous propose à ce stade, c'est de passer la parole à Alexis Mas, qui préside le Forum pour l'investissement responsable, qui est un peu l'acteur qui, là, aujourd'hui, a une actualité de plaidoyer depuis quelques semaines, puisque le FIR a publié une étude tout à fait inédite, précisément sur le sujet de la responsabilité fiscale. Et donc, Alexis, je vais vous laisser, si vous voulez bien, le soin de nous indiquer la position du FIR sur ces sujets-là, de quelle manière vous l'avez abordé, pourquoi, en fait, d'où vient cette attente, comment vous l'avez exprimée à travers cette étude inédite visant les sociétés du CAC 40 et leur façon d'appréhender le sujet de la responsabilité fiscale. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos diagnostics de l'état de l'art actuel? Brièvement, puisqu'évidemment, je souhaite de votre part, dans un premier temps, un propos liminaire d'environ 5 minutes, et ensuite on va nourrir la conversation ensemble. Donc Alexis, si vous voulez bien, merci de nous faire part de la position du FIR, des conclusions notamment de l'étude en question. Merci beaucoup. Alors, juste en 2 mots, rappeler ce que c'est que le FIR, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse cette association. Donc, c'est un forum. C'est donc un lieu de discussion entre une communauté d'investisseurs engagés qui ont décidé de faire de l'ESG ou mieux pour nous, de l'investissement socialement responsable, c'est-à-dire avec une volonté d'impact positif des fonds. D'abord leur moteur, mais aussi un lieu de dialogue entre ces investisseurs et les sociétés civiles. Donc, au forum se retrouvent sociétés civiles et investisseurs engagés pour débattre des questions qui préoccupent la société civile, pour voir comment la finance peut
ou ne peut pas y répondre, et pour concrètement essayer de faire avancer des pratiques dans le bon sens. Donc, le forum a une commission dédiée à l'engagement actionnarial, donc avec le dialogue avec des grandes sociétés cotées. Et la campagne qui vient de s'achever portait sur la responsabilité fiscale, d'où la publication récente, que mentionnait Yann, d'un rapport d'engagement où nous rendons compte de cette campagne d'engagement. Alors d'abord, pourquoi s'occuper de ce sujet? Alors, la première chose, c'est, Yann l'a mentionné, les attentes sociétales sont particulièrement fortes. Alors, on a tous en tête la récurrence de scandales par voie de presse, des Panama Papers, des scandales sur telle ou telle entreprise dont on apprend qu'elle utilise des stratagèmes pour éviter le paiement de l'impôt. Je pense que ça va un peu plus loin qu'une simple question de scandale. Au fond, ce que la société civile nous dit, c'est que nous sommes finalement en matière de fiscalité, dans la même situation que sur l'action collective. Vous connaissez peut-être le paradoxe de Mankiw-Rolson sur l'action collective. Tout le monde a intérêt à se mobiliser ensemble pour obtenir des résultats, mais chacun a intérêt à être le passager clandestin qui profitera de l'action des autres. Ben, c'est la même chose pour la fiscalité. Chaque grande entreprise a intérêt à optimiser sa fiscalité et à bénéficier de l'effort fiscal des autres pour bénéficier d'un environnement favorable. Une main-d'œuvre éduquée, des infrastructures de qualité, une population et donc une main-d'œuvre en bonne santé, et de la redistribution qui permet de soutenir de la demande. Toutes ces choses que l'action publique permet d'organiser met la grande entreprise devant un dilemme. D'un certain côté, elle a besoin que ça existe, et d'un autre côté, individuellement, il est parfaitement rationnel qu'elle essaie plutôt de minimiser la charge fiscale. Et donc, quand on parle d'évitement fiscal, on ne dit pas qu'elle fraude. Elle respecte la loi, mais elle s'organise pour en payer le moins possible. Et c'est logique, mais ça a cet effet défavorable qu'au final, cet environnement qui est propice au développement des entreprises ne se retrouve pas. Alors, pourquoi les investisseurs s'en emparent? Il y a une raison toute simple, c'est que si vous regardez les portefeuilles financiers, il reste une part très significative de leurs investissements qui sont constitués de dettes souveraines, donc de dettes des États. Et donc, si les investisseurs veulent pouvoir avoir des dettes qui valent quelque chose et qui sont remboursées un jour, elles ont quand même intérêt que les contribuables payent. Et dans ces contribuables, il y a aussi les entreprises. Et puis, il y a pour une catégorie d'investisseurs particulière que sont les grands investisseurs institutionnels, une autre raison, c'est que quand on est un assureur, quand on est une caisse de retraite, l'intérêt des assurés, c'est aussi de bénéficier de l'action publique. Et donc, c'est une autre manière de défendre l'intérêt des assurés. Alors, que dit notre rapport? Grosso modo, on a interrogé les 40 entreprises du CAC 40. On a constaté qu'on a eu un taux de réponse qui n'est pas fantastique et 25 sociétés ont répondu. Ce qu'on a surtout constaté, c'est le peu de maturité des entreprises du CAC 40 sur le sujet. D'abord, je pense qu'elles étaient extrêmement surprises et quand on les a eues au téléphone, on s'en est rendu compte d'avoir des questions sur ce sujet. Les principes directeurs de la politique fiscale sont, pour les entreprises qui nous ont répondu, majoritairement en ligne. Mais par contre, l'idée de se dire que la responsabilité fiscale, c'est une partie de la RSE, chose qui pourtant existe maintenant dans les textes de l'OCDE, dans la loi en France, s'intègre dans des référentiels internationaux, et finalement a été une curiosité. Et donc, on a eu beaucoup de réponses qui témoignaient plutôt de la volonté des entreprises de rappeler qu'elles se mettent en conformité avec la loi, qu'elles dialoguent avec l'administration fiscale, qu'elles évitent d'avoir donc des redressements fiscaux. Par contre, l'idée de se dire qu'il y a un retour vers la communauté et qu'il y a un cercle vertueux au niveau de l'entreprise étendue avec les communautés par le biais de l'acquittement de l'impôt est quelque chose qui était assez surprenant. Il y a pas peu d'entreprises, voire pas d'entreprises qui ont publié de chartes fiscales, comme ce que le FIR souhaiterait, et sur une question clé comme pour la société civile, comme le reporting pays par pays. Il y a 4 entreprises sur le CAC en ont un, 3 parce que c'est obligatoire par la loi, et j'y reviendrai, cette loi qui oblige les investisseurs financiers à faire du reporting par pays est un sujet intéressant. Et une seule autre, en fait, ne le fait que sur une base volontaire, ce qui veut dire qu'on a des marges de progrès pour passer d'une logique de naturellement, je dialogue avec l'administration fiscale et j'essaye de ne pas être pris en faute, et d'ailleurs, je m'arrange pour ne pas l'être, et à une logique dans laquelle on intègre l'impôt
et le civisme fiscal dans une perspective plus large. Voilà, pour un propos liminaire. Merci beaucoup Alexis pour ce propos liminaire. Et effectivement, cette notion de civisme fiscal qui fait un peu son apparition, eh bien, elle est à nourrir en pratique de façon tangible. Et c'est dans le prolongement de notre conversation, je pense qu'Alexis, vous pourrez revenir aussi sur précisément ce que vous attendez et les recommandations que le FIR a pu émettre sur ce sujet, qui va faire l'objet d'un suivi de la part du FIR régulier pour justement accompagner cette progression sur ces différentes dimensions. Alors maintenant, je vais passer la parole à Ewan Livingstone qui va nous parler en anglais. Donc, vous nous excuserez, on n'a pas de traduction simultanée. On a évité de se retrouver avec des logiciels qui nous font des surprises sur une traduction en live écrite en bas d'écran. Donc, Ewan va s'exprimer en anglais. Je vais l'interroger avec une question très simple d'entrée en anglais. Ewan représente B-Team, qui est une organisation dont il va nous parler, qui porte précisément le sujet de la fiscalité aussi et des entreprises. Les tax principles de la B-Team. Il se trouve que une des deux entreprises françaises signataires de ces principes est présente. Et de ce point de vue, Laurence Jaton va nous évoquer pourquoi ils ont rejoint B-Team. Mais avant tout, Ewan, welcome. Thank you for being here with us. Would you please let us know about B-Team? Why have you addressed these issues of taxation? How you address them? What is your role? What is your agenda? What kind of expectation? How do you formalize them with companies? What kind of organizations are mobilized throughout B-Team? We would like to hear you with this preliminary statement in order to know a bit more about B-Team. Thank you very much. Thank you, Yann. Merci. For those of you who don't know, the B-Team is a coalition of business and civic leaders who've come together to advocate for and enact more socially and environmentally responsible ways of doing business. And one of the many issues we work on is corporate tax. And we do so because we believe that mistrust in the way that companies manage their tax affairs is central to the broader breakdown in trust between business and society. And we see that playing out in a number of different ways, whether it's NGO activism on tax, media scrutiny, political frustrations at perceived corporate tax avoidance, and changing investor expectations, as the FIR report refers to. So it was clear to us at the B-Team that businesses needed to respond and proactively demonstrate that they are seeking to be responsible taxpayers. And for this reason, a few years back, we worked alongside a group of businesses to collectively develop a robust set of responsible tax principles that companies could adopt both publicly and voluntarily to send an important signal to their stakeholders. The principles that we launched aim to be holistic, both in terms of the range of different tax issues that they address, and also in terms of their cross-industry and broad geographic applicability. And we think they strike the right balance because whilst they certainly ask businesses to go above and beyond legal compliance, they're also realistic. And for that reason, we have 18 major multinationals now signed up, including Engie and Total in France. They've been able to publicly endorse, but at the same time, the principles have been welcomed by a diverse range of stakeholders, including policymakers and even some of the most challenging NGOs working on tax justice, such as Oxfam. The principles themselves cover a range of tax issues, from good governance and business structure to issues like tax incentives, relationships with tax authorities, and transparency. And in many regards, that final principle of transparency is the crucial piece of the puzzle,
because even if a company is acting responsibly across all of those other areas, there's a growing expectation, we think, that companies need to prove it as well, and that is done through transparency. So that's the principles. The aim of the principles is not to certify companies as responsible taxpayers. So the principles are not an accreditation scheme, and we don't audit companies. Instead, by asking those companies to publicly state their support for the principles and embed them within their businesses, we provide a behavioral framework against which company policy and practice can be benchmarked, as well as questioned and scrutinized. Now, it's important to say that full realization of the principles, full implementation does not happen overnight. So some of the companies that we work with that have endorsed the principles publish very comprehensive tax reports running to almost 100 pages in some cases. And that includes full country by country tax information from some companies. But those companies started on that tax reporting journey many years ago. And we think that effective reporting takes time. So we work with companies to incrementally improve their tax reporting, responding to stakeholder needs in the process. And the B team plays a role in supporting that journey. One means through which we do so is by asking companies to participate in our responsible tax working group, through which we support collaboration, mutual learning, exchange of best practice, and stakeholder engagement. And these discussions allow those companies to better respond to their stakeholders in an effective, meaningful way through their tax reporting. The principles are not a panacea, but endorsing them, we think, is an important step that companies can take to state very clearly and very publicly that they view and understand tax as a corporate responsibility issue. So, merci pour votre attention. Merci, thank you, Ewan. Donc là, nous venons d'avoir dans ces propos liminaires l'expression d'attente de plus en plus tangible de la part d'acteurs assez différents. On est passé quelque part en quelques années d'une sollicitation à l'égard des entreprises sur ces sujets plutôt dans le camp, on va dire, du monde de la société civile et des ONG. Hein, et Oxfam a été cité à l'instant, il est vrai que c'est... Et je vous prie de m'excuser. Laurence, je suppose que vous avez enchaîné, absolument navré en tant qu'animateur de réunion que de disparaître. Non, j'avoue qu'on était sages. Et comme vous êtes des grandes personnes, je suis sûr que vous avez enchaîné, donc je vous laisse poursuivre, Laurence. Ce qui est important à comprendre dans l'évolution de la fiscalité au sein des groupes et notamment au sein d'Engie, c'est en effet l'inclusion de la stratégie fiscale dans la politique de RSE. Une stratégie fiscale, une charte fiscale, une politique fiscale, on en a depuis à peu près plus de 5 ans. Donc, on avait bien vu en effet l'évolution de la société civile qui demandait plus d'engagement. Mais récemment, nous avons publié une nouvelle politique et c'était dans ce cadre-là que nous avons également adhéré au principe B-Team qui nous semblait adapté, et je vais revenir dessus. Et le point essentiel de l'évolution qu'on a faite, il est autour de la gouvernance, puisque nous avions une politique mais qui n'était pas encore endossée en effet par les conseils d'administration du groupe. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas appliquée, hein, mais il y avait moins de solennité, on va dire, moins de responsabilité derrière qu'il peut en avoir aujourd'hui. Et donc l'évolution que vous évoquez entre la compliance, donc le respect de la loi et la responsabilité, on peut le voir dans 3 niveaux au cours des dernières années dans notre groupe. Le premier, et c'est clairement indiqué dans les principes B-Team, c'est que la loi s'applique certes, mais avec toujours
un respect de l'esprit aussi. Donc, l'évolution entre la lettre et l'esprit, je crois que c'est vraiment un élément essentiel pour un fiscaliste, c'est un moment essentiel pour comprendre ce que c'est qu'une fiscalité responsable, que cherche à faire le législateur. Un impôt, c'est le financement, comme on a dit tout à l'heure, du bien social, des infrastructures, des écoles. Et donc, il y a un vrai rôle derrière l'impôt et pas seulement une ligne dans un compte de résultat ou des virements à faire fréquemment, mais un financement derrière. La deuxième évolution que je vois importante, c'est les relations avec l'administration fiscale au quotidien. La loi fiscale est compliquée, ça il faut vraiment s'en rendre compte, et elle est malheureusement de plus en plus compliquée. Parce que il y a beaucoup plus, par exemple, de contraintes européennes dans les textes français, et également parce que il y a de plus en plus de mesures anti-abus un peu partout, alors qu'avant en France et dans d'autres pays, on posait sur des grands principes, alors que maintenant on en met un peu partout, ce qui fait que l'application au quotidien est compliquée. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un dialogue avec l'administration. Je vous donne des exemples tout simples. Dans notre activité, l'activité renouvelable, il y a encore beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est le traitement fiscal d'une ferme photovoltaïque. On n'en parlait pas il y a plus de 10 ans, donc il va falloir l'adapter. Et ces adaptations, il va falloir les faire pas tout seul, mais avec un dialogue avec l'administration, c'est beaucoup plus efficace. C'est efficace pour nous parce qu'on gagne du temps et on a de la sécurité, mais c'est aussi efficace pour l'administration parce qu'elle va avoir une politique, elle va discuter avec les opérateurs pour comprendre bien comment ça fonctionne derrière et ensuite prendre des positions qui s'appliqueront à tous. Donc moi, je crois beaucoup au dialogue avec l'administration et c'est pour ça qu'on avait, lorsqu'il y avait eu déjà des projets en France il y a quelques années sur la relation de confiance, on avait participé à cette initiative qui s'est arrêtée, qui s'est transformée en partenariat l'année dernière et donc on a renouvelé notre engagement avec le partenariat fiscal qui a pour vocation de créer un dialogue au fur et à mesure avec l'administration et qui bénéficie pas seulement aux groupes qui rentrent dedans, mais qui peuvent bénéficier à la collectivité parce que des positions sont prises qui vont être ensuite diffusées par l'administration à tous les contribuables. Donc, je crois vraiment beaucoup à ce dialogue quotidien dans la mise en place de la fiscalité qui est compliquée une fois de plus. Le 13e point important d'évolution, ça a été le rôle plus d'influenceur, d'accompagnement dans la définition de la norme fiscale. Comme je vous ai dit, le constat général, aussi bien des fiscalistes, mais aussi des juges, c'est que c'est de plus en plus difficile d'appliquer la loi parce qu'elle n'est pas toujours lisible. Et notre rôle, à mon avis, en tant que technicien, mais aussi en tant que praticien, qui vont devoir comprendre et expliquer quand des comptables, quand des opérationnels doivent appliquer, d'expliquer à l'administration qu'une loi qui est trop compliquée est une mauvaise loi, parce qu'elle sera mal interprétée de deux côtés, et donc ça fera des contentieux, et donc c'est du temps perdu pour tous, alors qu'une loi qui est lisible et qui a un sens économique est fondamentale pour un état de droit. Donc moi, je crois beaucoup, dans le cadre de la responsabilité des sociétés, à cette idée du travail aussi en commun entre les contribuables pour la fiscalité des entreprises, les entreprises et l'administration dans la définition de la loi. Ça peut être des green papers qui sont évoqués, ça peut être un travail qu'on fait déjà avec l'administration, mais qu'on pourrait en faire encore plus lorsque l'administration doit écrire des instructions. On rentre dans le détail. C'est pas juste quelques phrases dans un code. C'est vraiment on rentre dans le détail. Comment j'interprète, comment je l'applique, de façon à rendre les choses beaucoup plus faciles à appliquer pour les entreprises et à contrôler pour les administrations fiscales. Donc, c'est dans ces trois volets sur l'interprétation de la loi, sur l'application de la loi, mais aussi dans sa définition, que je pense que les entreprises ont un rôle véritable à jouer pour avoir un rôle dans la société en tant qu'entreprise responsable. Laurence, merci encore une fois pour ce propos qui est un propos de cadrage pour amorcer ensuite la discussion et qui permet de revenir à ces fondamentaux de ce qu'est l'impôt et la notion d'efficacité de l'impôt, sa lisibilité est évidemment au centre de beaucoup de grandes considérations après pour la protection de l'environnement et des droits humains. Fabrice Bonifay, je vais vous céder la parole, Fabrice, pour que vous nous indiquiez aussi de votre point de vue Bouygues, groupe Bouygues et aussi C3D, quelles sont un peu les grandes visions et actions
que vous menez ou que vous envisagez de mener sur ces sujets de la responsabilité fiscale. Et puis après ce propos, qui sera votre propos liminaire aussi, Fabrice, nous passerons à un moment de discussion sur tous ces sujets-là. Fabrice, je vous laisse la parole. Oui, donc au titre du C3D dans lequel Bouygues participe, on discute souvent de ces sujets et en fait, je pense qu'on se trompe complètement sur la façon de prendre le sujet, selon nous. Donc, quel est notre point de vue? Le point de vue, il est qu'aujourd'hui, la fiscalité des hommes, en fait, la fiscalité décidée, enfin les règles fiscales décidées par les États, en fait, sont décidées sur des critères qui sont assez confus, peu lisibles là pour le coup. C'est d'ailleurs extrêmement hétérogène d'un pays à l'autre. Et ça dépend effectivement des orientations économiques que chaque État souhaite mettre en place à son niveau. Et donc cette hétérogénéité fiscale aujourd'hui est très préjudiciable aux entreprises, notamment qui ont un rayonnement international, car il faut effectivement avoir une attention pays par pays. Et ça rend très très compliqué un reporting. J'entends un reporting par pays, pourquoi pas, mais qui va lire ça in fine? Je suis quand même assez sceptique sur l'intérêt de le faire pays par pays. Je suis aussi assez sceptique, et au C3D on l'est beaucoup, sur les histoires de chartes, comme on en a vu fleurir beaucoup dans beaucoup de sujets. Une charte pour s'engager pour respecter la loi, je trouve que c'est un peu anachronique. La loi, c'est la loi, elle doit s'appliquer, et si les entreprises ne l'appliquent pas, elles doivent être pénalisées. Nous, on trouve que, enfin, on estime qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation climatique du monde, l'effondrement de la biodiversité, etc., en fait, il faudrait que la fiscalité soit un vrai levier pour faire changer ce qui doit changer, c'est-à-dire pénaliser ce qui doit disparaître et favoriser ce qui doit progresser. Donc, compte tenu du temps qui nous reste pour sauver le climat, c'est-à-dire à peu près moins de 3000 jours, nous, on fait appel aux États pour leur dire, écoutez, si vous voulez vraiment sauver le monde, et après tout, quand vous êtes à la tête d'un pays, c'est pour l'intérêt général, eh bien, faites en sorte rapidement de pénaliser les business sales et favoriser les business propres par la fiscalité. Après tout, la fiscalité est un enjeu de fléchage de l'économie et ça doit être utilisé comme ça. Donc, si on veut vraiment sauver l'économie, eh bien, il va falloir quand même rapidement prendre en compte les externalités environnementales négatives produites par l'économie et utiliser ce levier fiscal qui est un levier formidable lorsqu'il est correctement utilisé pour orienter en fait les modèles économiques des entreprises. Donc nous, c'est l'intérêt, je pense, des entreprises de dire cela, parce qu'il n'y aura pas d'entreprise viable et durable dans un monde à 4 degrés. Ce n'est pas vrai, il n'y aura pas d'économie du tout d'ailleurs. Donc je pense que le rôle des pouvoirs publics dans tous les pays, c'est de prendre conscience de leurs responsabilités et nous, entreprises, ensuite d'adapter nos modèles économiques pour prendre en compte en fait cette nouvelle donne qui est qu'on doit prendre comme direction en fait pour orienter les politiques fiscales, non pas le désir des États de renflouer telle ou telle caisse, mais on doit prendre en compte les faits scientifiques. Et les faits scientifiques nous imposent aujourd'hui de taxer le carbone. Les faits scientifiques aujourd'hui nous imposent d'éviter et d'arrêter l'artificialisation des sols, etc. Donc, mettons en place avec les États des fiscalités qui inciteront les acteurs économiques à prendre en compte ces externalités. Merci Fabrice, encore une fois, pour avoir posé le cadre. Et donc là, évidemment, nous sommes aussi sur la dimension que vous venez d'évoquer sur le rôle de l'État et de régulateur. Et donc, comment on détermine un impôt, ses modalités de collecte, son assiette, son taux. Évidemment, ça relève de la responsabilité de l'État. Laurence Jaton indiquait tout à l'heure que la responsabilité de l'entreprise aussi, c'est d'avoir ce dialogue avec l'administration et l'État régulateur pour éviter que des textes fiscaux se voient finalement rendus totalement inefficaces parce que pas adaptés. Donc ça aussi, on sent que ça fait partie intégrante de l'exercice de la responsabilité fiscale, de part et d'autre, pour le coup. Le politique d'un côté qui doit faire du fléchage pour encourager des économies, des activités économiques propres. Encore faut-il donc définir d'ailleurs ces activités dites propres. Là aussi, sujet éminemment juridique.
Maintenant, la dimension de ce qui est attendu, qui vient d'être exprimé par nos intervenants à ce stade, de l'expression d'une responsabilité fiscale de la part d'une entreprise. Je rappelle pour l'anecdote, ça vous était sans doute pas passé inaperçu, mais le président Emmanuel Macron à Davos, il y a 2 ans, à la tribune, avait brandi un slogan qui était assez étonnant et détonnant dans ce cadre-là, puisqu'il avait fait un appel à renoncer à l'optimisation fiscale. Donc, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs très emblématiques qui vont jusqu'au chef de l'État dans ce cadre de Davos pour évoquer ces sujets-là. Alors là, j'ai une question un petit peu pour tout le monde, mais j'aimerais bien avoir, dans un premier temps, l'avis d'Alexis, puisque avec cette étude, vous êtes vraiment, si je puis dire, en rôle de vigie, avec des indicateurs qui vont commencer à se construire. Est-ce qu'on peut parler d'optimisation fiscale responsable? Est-ce que c'est une notion qui, à votre sens, le civisme fiscal, par exemple, c'est une notion que vous avez déjà là, engagée, qui est sur la place? La notion d'optimisation fiscale responsable, est-ce que ça fait sens pour vous, au sens où elle ne serait plus uniquement là pour que le talent et l'expertise des fiscalistes soient au service d'une réduction du taux d'imposition, par exemple, mais peut-être d'une meilleure allocation, d'une ventilation des ressources fiscales sur les territoires. Et là, je sais que Laurence Jaton pourra un petit peu évoquer notamment des exemples sur les relations avec les acteurs publics de territoires, de projets, où l'impôt a vraiment une importance cruciale et est un facteur de confiance. Mais Alexis, j'aimerais bien savoir si du côté du FIR, vous considérez que l'optimisation fiscale peut prendre justement, que ce mot peut prendre une autre tournure maintenant à l'aune de tous ces enjeux? Disons, alors d'abord, peut-être un élément de réaction sur la précédente intervention. Moi, je trouve curieux qu'on s'en remette exclusivement à l'État. Alors, au côté du FIR, on n'a pas de position sur ce qu'elle doit être, la fiscalité. On milite pour un développement durable. Je pense que chacun de mes membres, même s'ils n'ont pas de position d'association, est favorable à une taxe carbone. Mais le sujet de la responsabilité fiscale, ce n'est pas simplement de renvoyer vers l'État la charge d'avoir des bonnes législations. Parce que si nous prenions ce raisonnement, ça voudrait dire qu'une multinationale qui s'installe dans un pays en développement, qui n'a pas mis en place de fiscalité carbone, ou qui ne lève que peu l'impôt ou mal l'impôt, ou qui n'a pas les moyens de contrôler si l'impôt qu'il avait prévu est effectivement acquitté, se retrouve dans la situation et dit vous n'aviez qu'à prendre, vous, État pauvre, les législations qui vont bien. Donc, bien sûr, l'État a un rôle fondamental d'organisation des transitions, et la première, la plus urgente, c'est la transition climatique, de même que le maintien à un niveau raisonnable des inégalités pour éviter qu'elles deviennent une bombe à retardement est absolument urgent. Mais chacun a son rôle à jouer. Je n'attends pas tout de l'État, le FIR n'attend pas tout de l'État et attend de chacun des investisseurs, mais chacun aussi des émetteurs, donc des entreprises, de prendre au sérieux cette responsabilité. Donc, j'ai trouvé le renvoi vers l'État trop simple. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, Yann, est-ce qu'on peut faire de l'optimisation responsable, puisque c'est ça le cœur du sujet? Bien sûr, il est normal que les entreprises appliquent la loi, s'en inspirent, et puis si un crédit d'impôt est créé par l'État, c'est aussi pour que un financement ait lieu vers une autre cause que l'État a décidé. Donc, s'il y a un crédit d'impôt sur la recherche, l'entreprise qui fait de la recherche minimise son impôt, et en même temps, c'est la logique de la loi fiscale qui a été prévue par l'État. Donc, le reprocher aux entreprises, je comprendrais qu'elles le trouvent absolument surprenant. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, si on appelle ça de l'optimisation fiscale, je ne vois pas en quoi c'est irresponsable. Ce qui est plus embêtant, c'est quand on constate qu'il y a un écart majeur entre l'activité d'une entreprise et la fiscalité qu'elle acquitte dans un pays. Et donc, si 30% de l'activité est faite dans un pays, mais qu'il n'y a que 4% de la fiscalité qui est dédiée, je grossis le trait, on voit tout de suite qu'il y a un problème. C'est aujourd'hui, sur la place publique, le sujet qui est posé par les GAFA, avec des activités dans de très nombreux pays, mais une base fiscale ou un montant d'impôt acquitté qui n'a rien à voir avec la quantité d'activité qui est réalisée. Ça pouvait exister d'ailleurs pour d'autres entreprises, et c'est là où l'optimisation devient irresponsable, puisque l'entreprise profite d'un marché, mais ne joue pas son rôle.
de solidarité avec ses clients, avec les travailleurs qu'elle emploie sur le territoire, et donc finit par apparaître comme prédatrice pour les communautés locales. Merci Alexis. Alors, ce que vous soulevez d'ailleurs fait l'objet, je sais qu'il y a un projet en ce moment d'une action en justice qui viserait à faire reconnaître, vous savez qu'il n'y a pas besoin du législateur aussi pour faire évoluer le droit. Alors, il y a les praticiens d'un côté et les juges sont des praticiens aussi et fabriquent la loi en fonction de l'évolution de la société. Le préjudice moral, par exemple, il est né, c'est une œuvre prétorienne, comme on dit, ce sont les juges qui l'ont créé. Et en ce moment, j'ai vu passer que circule la tentative de faire reconnaître un préjudice de solidarité qui vise justement des contribuables, entreprises, et qui consisterait un petit peu à rebondir ce que Alexis vous venez d'indiquer, qui consisterait à dire une entreprise, un contribuable de façon générale, mais là en l'occurrence ce sont des entreprises qui sont le cœur de cible de cette initiative, qui ne contribuent pas de façon équilibrée, équitable à l'impôt sur un territoire d'implantation, et en l'occurrence là en France, parce que cette action a été initiée en France, et elle se met dans une situation de préjudice de solidarité, puisqu'elle ne met pas au pot commun, alors que d'autres contribuables, eux, le feraient dans des proportions considérées comme plus équitables. Donc les choses sont aussi juridiquement peut-être mises dans cette notion de préjudice de solidarité. En tout cas, c'est ce que certains voudraient faire reconnaître, et ce seraient les juges là à qui on demanderait éventuellement cette reconnaissance. Là, j'aimerais passer de nouveau la parole à Ewan pour avoir précisément, Ewan, if you could let us know about something specific on these issues, which is this country-by-country reporting that have been mentioned already, but I would like to have your position, B-team position. Is it something which is really strategic for you? How do you see the practicalities of this? Is there an efficiency between the stakeholders who want this kind of information, the company who may provide them, but not sure? So I just mentioned this question in French, and after I let you answer, Ewan. Donc, je demande à Ewan quel est l'avis et la position de B-Team sur un sujet qui est très souvent évoqué, qui est le reporting pays par pays, qui permet en substance de connaître la charge d'imposition d'une entreprise en fonction de ses lieux d'implantation et d'activité. Et donc, j'aimerais, please, Ewan, let us know about B-Team point of view on this specific issue. Thank you, Jan. So some of the companies that we're working with provide full country-by-country reporting voluntarily, and others within our group provide more limited data. So we have examples of both, and I think it's fair to say that whilst businesses aren't necessarily convinced of the merits of country-by-country, those that have done it, like Vodafone and like Shell, have found it, I think, generally to be a positive experience. It's something that has been well received by investors. It's been well received by their staff. It's been well received by civil society organizations, so NGOs that are active in the tax justice space. And I think, generally speaking, some of the concerns about full country-by-country disclosure, that the information would be misused or misinterpreted, I don't think generally that has materialized to any great extent. So we're generally supportive, but I think it's also important to say, for the sake of balance, that we don't think that country-by-country reporting is a silver bullet, if you like, for companies looking to demonstrate that they're responsible taxpayers. The data will always be complex and very difficult to discern for most, unless you are a tax professional or an accountant. And I think quite often, particularly for major multinationals with complex operations across multiple jurisdictions, it will often, raise questions as well as providing answers to those questions. So for that reason, we think that any company that is providing country-by-country information publicly should do so within the context of a narrative, so storytelling
and explanatory notes that can sit alongside the data to provide that vital further information and explanation and reassurance to help ensure that the data is used and understood properly. Thank you, Ewan. Oui, donc là, on revient sur finalement l'intelligibilité de l'information, qu'il s'agisse des sujets ESG de façon générale, les investisseurs ou parties prenantes externes de la société, on est tous très gourmands d'informations sur ces performances. Pour autant, quand un certain nombre d'informations sont de cette nature complexe, finalement, qu'en fait-on? Quelle est l'utilité de la diffusion de ces informations? Manifestement, c'est un vrai point. Et alors, Laurence, je vais vous demander, par ailleurs, de nous décrire un petit peu, vous êtes à la direction fiscale d'Engie, dans votre quotidien, cette dimension de responsabilité fiscale, les engagements qui viennent d'être notifiés là, officiellement, notamment avec l'adhésion récente d'Engie à Bitim. Dans votre quotidien, comment cette responsabilité, ce civisme fiscal s'exprime, s'exerce avec vos équipes? Est-ce que vous pourriez donner un exemple très concret d'opération ou situation dans laquelle cette notion de responsabilité fiscale a pu s'exprimer? Et enfin, peut-être nous indiquer ce que vous voyez comme étant les indicateurs qui vous permettraient de démontrer l'exercice au quotidien, en tout cas quand chaque occasion se présente, de votre responsabilité fiscale. Oui, tout à fait. Alors d'abord, je vais revenir sur ce qui a pu être dit précédemment sur l'utilité ou pas de charte ou de stratégie ou de politique fiscale. Je pense que c'est très utile pour un groupe, pas seulement par rapport à sa position à l'extérieur, mais aussi en interne. En interne, quand on a un grand groupe, et la fiscalité, elle est partout, puisque chaque flux crée une opération et donc crée une fiscalité. En interne, ça nous aide pour avoir une harmonisation, une compréhension et une stratégie qui est appliquée de façon harmonieuse, de façon cohérente. Donc, je maintiens ce qu'on a fait nous est utile au quotidien à mes équipes et à notre dialogue avec les opérationnels et avec les financiers. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur est-ce qu'il peut y avoir une optimisation fiscale responsable, il y a certaines opérations, si en effet on ne bénéficie pas de crédit d'impôt, si c'est mal structuré, les opérations, on ne peut juste pas les monter parce que ça ne sera pas financièrement possible de faire certains investissements. Donc il faut absolument que la fiscalité soit comprise et soit appliquée aussi de façon juste et orthodoxe par les États. Il nous est arrivé, et il nous arrive malheureusement encore, d'avoir des États qui changent de position sur des opérations qu'on fait dans leur pays. Et l'opération qu'on avait faite, finalement, si on avait su, on ne l'aurait pas faite. Donc, la stabilité et la lisibilité de la loi est fondamentale pour les États. Et l'optimisation responsable, d'une certaine façon, c'est appliquer la loi une fois de plus en regardant l'esprit, mais aussi en ayant un État qui va l'appliquer de la même façon. Donc je pense que c'est vraiment dans les deux sens, et malheureusement c'est pas toujours quand même tout à fait le cas dans la vie quotidienne. Donc dans la vie quotidienne, notre sujet, c'est de s'assurer de la stabilité et de la durabilité des hypothèses qu'on prend au départ lorsqu'on fait des investissements, et on essaye de les défendre. Sur l'aspect aussi relation avec les territoires. Un exemple que je peux donner récemment, nous avons acquis des barrages hydrauliques au Portugal. C'était un grand groupe portugais qui détenait ces barrages. Lorsque Engie et d'autres groupes français l'ont acheté, donc je veux dire un consortium de groupes français, les premières réactions locales, c'était de dire « Oh là là, est-ce qu'ils ne vont pas réduire nos impôts locaux ?» Alors que sur des activités comme celle des barrages, on a beaucoup d'actifs, les impôts locaux sont importants. Et donc, il a fallu rassurer sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y avait un changement qu'on passait d'un portugais à un groupe de français que tout d'un coup, les groupes ne paieraient plus leur fiscalité locale.
Et peut-être dernier point sur ce qui a pu être dit sur le CBCR, notamment justement que je raccroche avec la fiscalité locale, il ne faut jamais oublier que l'impôt sur les sociétés, c'est une partie de l'imposition, mais c'est rarement la partie la plus importante que les groupes payent. Il y a aussi tous les impôts locaux qui sont payés et qui sont fondamentaux pour les finances, notamment locales des régions, puisque c'est en général des impôts qui vont plutôt aux régions qu'au budget des États. Et avoir une vision purement impôt sur les sociétés pour juger de la responsabilité des groupes ne nous semble pas la meilleure méthode. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, nous, on ne considère pas que le CBCR est le meilleur moyen de communiquer. En revanche, les travaux qu'on est en train de faire, et ça prend du temps, il faut ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit aussi, les groupes ne communiquent pas du jour au lendemain, pas parce qu'ils cachent, mais aussi souvent parce que ça prend du temps à collecter comme information et à aussi rendre compréhensible. En tout cas, les informations que nous, on souhaite communiquer dans l'avenir, ce n'est pas seulement une information sur l'impôt sur les sociétés, mais c'est aussi une information sur les différents autres impôts que l'on paye dans les États. On sait que la France en paye beaucoup, on a beaucoup. On a tout le débat à l'heure actuelle sur les impôts locaux en France et qui sont importants. C'est un débat important pour la réindustrialisation de la France. On y participe. Et pour revenir sur ce que je disais précédemment, un groupe qui a une responsabilité au niveau fiscal, c'est un groupe qui participe à ces débats. La transparence, c'est une chose, mais le point, à mon avis, là où on peut apporter aussi beaucoup, c'est notre dialogue, notre compétence, notre connaissance du terrain sur des réformes fiscales. Merci Laurence. Alors, je vais demander à Fabrice de réagir parce que, évidemment, là, il y a plusieurs dimensions qui viennent d'être partagées. L'utilité, malgré tout, des chartes. Bon, de mon côté aussi, je suis pas un pro-charte, mais de notre côté, avec ce Mutandi, comme on a vu un peu évoluer ces dernières années, le fait que maintenant toutes les entreprises soient dotées d'une charte droits humains d'une part, d'une charte diversité, d'une charte achat responsable, et c'est vrai que cette accumulation finit par peut-être donner le tournis, mais on s'aperçoit en réalité que ça implique exactement à chaque fois la même mécanique de vigilance. Il s'agit d'identifier les risques, de les traiter, de s'engager à les traiter, puis in fine, de rendre compte. C'est cette espèce de cycle qu'on va retrouver sur les sujets autant environnementaux que maintenant les sujets fiscaux. Et donc, à ce titre-là, une charte, c'est un point de départ, et c'est vrai que c'est un peu protocolaire, et ça donne quelque chose qui constitue une base qui se veut solide, et que derrière, il s'agit de rendre évidemment tangible. Alors, parlons-en justement de ce côté maintenant, comment on fait? Qu'est-ce que vous voyez, vous, Fabrice, à court terme, peut-être, puisqu'on est dans l'urgence, vous avez évoqué les 3000 jours tout à l'heure, comme élément, une marge de progrès sur ces enjeux de fiscalité qui, selon vous, pourraient être assez décisifs et dans le bon sens. Qu'est-ce que ce genre de questions assez larges et vastes, je vous demande la solution, Fabrice, tout de suite, là, maintenant. Qu'est-ce qui pourrait avancer vite et bien, efficacement, selon vous, là, dans les prochains mois? Alors, pour finir sur le débat de la charte, moi j'ai une position très claire. Soit c'est obligatoire, si l'entreprise se définit des règles et qu'elle pense que ces règles soient appliquées, ça ne s'appelle pas une charte, ça s'appelle une procédure. Voilà. Donc nous, chez Bouygues, quand on a décidé de mettre en place des choses qui doivent être appliquées par l'ensemble des business units, quel que soit le pays d'application, ce n'est pas une charte, c'est une procédure. Une charte, c'est OK, on a des bonnes intentions, mais on ne sait pas trop qui vérifie l'application. Il n'y a pas véritablement de tierce partie qui vient vérifier. Si cette charte, bien sûr, renvoie à une certification tierce partie, OK, ça devient une procédure, ça devient une application obligatoire. Mais ce côté un peu charte, je m'engage, mais il n'y a pas de contrôle. Bon, ça n'engage que celui qui établit la charte, quoi. Donc, si en interne, on estime que c'est quelque chose qui est intangible, qui doit être appliqué, ça ne s'appelle pas une charte, ça s'appelle une procédure interne. Alors, vis-à-vis de l'externe, il peut y avoir des engagements volontaires qui soient pris, bien sûr, mais moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est que ces engagements volontaires, si ces engagements ne s'appuient pas sur un organisme tiers indépendant qui viendra vérifier in fine que les engagements sont tenus, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, c'est bullshit, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça qu'il faut absolument des organismes tiers indépendants qui viennent vérifier de temps en temps. Concernant ce qui a été dit tout à l'heure par Alexis, moi, je réitère ce que j'ai dit, c'est l'État doit prendre ses responsabilités.
je suis complètement exaspéré et je trouve que la position des GAFA d'avoir pendant des années abusé du fait qu'ils faisaient énormément d'activités dans certains pays sans y payer l'impôt, c'est un scandale. C'est un véritable scandale. Mais aujourd'hui, c'est aux États de prendre les dispositions pour que ça n'arrive pas. Je pense que l'État français aurait dû, d'entrée de jeu, dire ben non, c'est pas possible. Si vous venez faire votre activité en France, vous payez vos impôts en France. Pourquoi on ne l'a pas fait? On sait pourquoi on ne l'a pas fait, parce qu'il y a des pressions énormes qui ont été données. Mais je pense que c'est l'entreprise à jouer en fait avec cette régulation, cette faible régulation. Il aurait fallu une régulation forte. Et si on avait imposé à ces entreprises d'entrée de jeu de dire voilà, vous faites tant de chiffre d'affaires, vous payez les impôts au prorata de votre chiffre d'affaires, ça ne serait pas arrivé. Et d'ailleurs, je note que ces grands scandales d'optimisation fiscale délétère ne concernent pas tant les entreprises françaises, mais essentiellement les entreprises américaines aujourd'hui et certaines entreprises chinoises, et que la plupart des entreprises françaises payent leurs impôts en France. En France, c'est le cas de Bouygues en tout cas, on n'a pas délocalisé notre siège social, etc. Et je pense que là-dessus, on est quand même légèrement plus vertueux que nombre d'entreprises, notamment américaines, qui usent et abusent de pratiques fiscales délétères. Mais pour maintenant, compte tenu de l'état où on est, en fait, aujourd'hui, on discute beaucoup de ça, c'est très bien, mais je reviens quand même au sujet numéro 1, qui est le sujet de comment on fait évoluer l'économie pour, on parle de relance verte aujourd'hui en France, on parle de monde d'après, etc. On se rend bien compte qu'on ne va pas à la bonne vitesse. Je rappelle que pour les émissions de gaz à effet de serre, on devrait baisser à l'échelle de l'humanité de 5% par an, 5% par an, et même 7% si on veut respecter l'accord de Paris 1,5 degré, qui est déjà, à mon avis, foutu, malheureusement pour les générations futures, et pour nous aussi d'ailleurs. Il va bien falloir changer la fiscalité pour le coup là. Parce que la fiscalité est pour moi, enfin, et pour en tout cas les directeurs de fonds durables, un des moyens, ce n'est pas le seul, mais c'est un des moyens qui va être nécessaire d'activer pour faire changer les comportements individuels, mais aussi le comportement des entreprises et le comportement des États. Et on n'a plus beaucoup de temps pour le faire. Donc, c'est important que cette fiscalité ne soit pas définie par rapport à des petites négociations entre les États et les entreprises pour dire on va se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Non, il faut écouter les scientifiques. Les scientifiques, ils nous disent aujourd'hui, il faudrait que la tonne de carbone soit à tel niveau pour engager une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on sait très bien qu'économiquement, si la tonne de carbone n'est pas à plus de 100 € la tonne, eh bien, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc, les États doivent prendre leurs responsabilités, fixer une fiscalité incitative et même punitive, il ne faut pas avoir peur des mots, pour flécher une économie vers vraiment de la vertu environnementale, si on veut tout simplement sauver l'économie et sauver la planète. C'est une question de responsabilité morale, c'est même plus la responsabilité sociale à ce stade. Donc il faut bien avoir conscience de ça aujourd'hui. Il nous reste très très peu de temps pour agir si on veut sauver ce qui peut être encore sauvé. Merci Fabrice, et c'est vrai que alors donc là, nous revenons maintenant dans les derniers instants que l'on a là, ensemble sur cet aspect, mais que peut faire une entreprise et une direction fiscale aujourd'hui, pas pour solutionner à elle-même toute seule le sujet des enjeux du climat évidemment, mais pour autant, Laurence, Alexis et Ewan, j'aimerais bien vous entendre sur, mais très rapidement évidemment, parce qu'on est en fin de ce webinaire, mais comment vous voyez votre relation, Laurence, avec la direction RSE d'Engie? Est-ce que vous vous voyez plus souvent qu'il y a certaines années? Est-ce que vous programmez dans les prochaines semaines, prochains mois, un agenda d'action commun? Comment il va se traduire? Bon, tout ça en 2 minutes, Laurence, mais je vous laisse réagir et je veux bien qu'Alexis réagisse à votre réponse, ainsi que Ewan. Je vais donner juste un exemple. Donc oui, les relations augmentent, et un exemple sur lequel nous sommes en train de travailler, par exemple, c'est la notion du biogaz. On parle de la fiscalité environnementale. On sait qu'en France, il y a déjà une taxe carbone et qui augmente au fur et à mesure. Personnellement, je ne crois pas au grand soir fiscal. On a bien vu avec tous les gilets jaunes qu'on ne peut pas augmenter fortement sans penser aussi au financement au niveau de ceux qui doivent payer. Et donc, le fait que la France ait décidé d'augmenter progressivement sa taxe carbone me semble une bonne stratégie. Après, le niveau, ça c'est un débat d'experts, mais en tout cas, le côté
côté de la progressivité des changements fiscaux me semble important. Et donc, pour revenir sur un exemple concret sur lequel nous sommes en train de travailler, et là, c'est des discussions avec le gouvernement en France, notamment, c'est le biogaz. Donc, c'est un exemple concret des éléments que je vous indiquais au départ dans l'influence que peuvent avoir les entreprises pour amener les États vers une fiscalité aussi plus verte et donc une entreprise plus responsable. Merci Laurence de cette illustration. Et donc là, dans le cadre de cette discussion, vous avez en permanence des liens. On discute, voilà, il y a beaucoup de personnes, c'est très transversal. C'est très transversal. Il faut regarder des aspects juridiques, des aspects fiscaux, la RSE, les gens qui sont plus sur la régulation. Voilà, c'est un travail par définition très transversal au sein du groupe et la fiscalité en fait partie. Alors Alexis, je veux bien que vous réagissiez justement parce qu'il est vrai que dans les recommandations du FIR issues de votre étude, il y a un certain nombre de principes. Et je pense que le plus important et le plus spectaculaire, c'est l'intégration des stratégies fiscales dans les stratégies de RSE. Absolument. De cette manière-là que c'est libellé. Est-ce que l'exemple que vient de donner Laurence, par exemple, c'est une des voies à suivre et peut-être avez-vous un message à passer sur ce que vous attendrez dans les prochains mois quand vous repasserez sur les stratégies et les progrès faits par les sociétés, notamment du CAC 40, sur ce sujet? Alors, nous avons 7 recommandations que j'invite chacun ou chacune à regarder. Si je les résume un peu brutalement, la première, c'est qu'une stratégie fiscale, c'est un sujet de conseil d'administration. Donc ça, c'est un sujet de gouvernance important. Et ça ne doit pas être simplement le sujet du directeur fiscal. L'impression que l'on a, c'est que chaque fois que le sujet fiscal reste dans les mains du directeur fiscal, il est jugé sur le fait qu'il minimise l'impôt. Et donc, des questions politiques sont plus difficiles à poser. Ou en tout cas, on fait poser sur un individu des décisions qui devraient être des décisions collectives et donc engager la société tout entière. Donc, la bonne pratique, c'est que ces sujets remontent au conseil d'administration. Notre impression, c'est qu'à la suite d'ailleurs des travaux de l'OCDE et donc de la transmission aux administrations fiscales des impôts pays par pays, ça n'est pas public pour la société civile, mais ça l'est déjà pour les administrations fiscales, un certain nombre de sujets fiscaux sont repassés en conseil d'administration et c'est très bien. Le deuxième principe, c'est une charte et je partage l'idée que s'il ne s'agit que d'un bout de papier publié sur un site internet, ça ne changera pas la vie. Le FIR couple l'idée qu'il y a une charte, donc un document d'engagement volontaire. Nous n'attendons pas tout des États et chacun peut faire plus que simplement le minimum qui lui est imposé. Et doit être couplé avec un rapport sur la mise en œuvre de la charte et l'explication. Et donc, l'idée, c'est bien sûr d'avoir des procédures qui sont liées à la charte et une restitution publique de ce qui est fait. Dans ce cadre-là, parce que le sujet de RSE ou le thème de RSE qui est le plus prégnant, c'est bien la relation aux communautés locales. Il est évident que le reporting pays par pays est un élément qui est attendu par la société civile. Les investisseurs y sont sensibles, même si ce n'est pas la seule dimension. Merci Alexis. Ewan, I would like to know if you see any future regarding what we could call impact taxation. We hear about, we read about the issue of impact investment a lot these last years. How about an impact taxation? So I formulated in French for our audience. On parle beaucoup de l'investissement à impact aujourd'hui, donc ça constitue justement ces dimensions de responsabilité fiscale un outil, un périmètre important aux yeux des investisseurs pour faire de l'investissement à impact. Est-ce qu'on peut parler sur le domaine de la responsabilité fiscale de taxation à impact ou de stratégie fiscale à impact, peut-être pourquoi pas, privilégier des territoires en particulier qui sont plus dans le besoin que d'autres. Et là, l'entreprise dispose d'outils qu'elle pourrait mobiliser. Ewan, do you see any examples or directions that could be taken in this issue of impact taxation on a voluntary basis by some companies? Do you think it's real? Do you think it's concrete already or not? We are in
I don't know, Jan. It's not something that we have a formal position on, but I guess I'd say, well, a couple of things. Certainly, the investment world is beginning to look at tax very differently. More and more investors are incorporating tax into their analyses of companies as a key risk consideration, and that's both a financial risk and a reputational risk. So that investor perspective is changing. I guess the other thing I would add is in light of everything that's happened over the past 6 months, you know, I wouldn't rule out quite significant changes to the way that that governments approach tax. Also, we have fiscal crises around the world, and businesses that have been in direct businesses that have been direct recipients of government support, whether that is directly to the businesses or to retain their employees. And I think that the governments are going to step back in light of this crisis and reconsider how it is that they ask businesses to pay tax and to make a fair contribution. So the answer is I don't know, Jan, but I certainly wouldn't rule anything out at the moment. It's a time of considerable change. Merci, Ewan. Je pense qu'on va conclure, à moins que les uns ou les autres, vous vouliez dire un rapide dernier mot. Dites-moi, levez la main si c'est le cas, qu'il y a un ultime message que vous souhaiteriez faire passer. Si ce n'est pas le cas, bien, je vous propose qu'on clôt ce webinaire. Merci de vos interventions, des échanges. J'espère que ça va entraîner la possibilité pour les uns entre les autres, d'ailleurs, hein, que le C3D puisse entendre des représentants des directions fiscales telles que Laurence sur ces sujets-là pour les mettre sur la table et se mettre en ligne avec des attentes exprimées par le FIR, celles exprimées par BITIM. C'est ce genre de coalition qui vont permettre sans aucun doute d'avancer sur peut-être de l'optimisation fiscale à impact. Hein. Moi, j'aimerais bien voir venir des prix de transfert, par exemple, ce genre d'outils très techniques mobilisés à des fins de taxes à impact positif. En tout cas, merci encore une fois d'avoir participé à cet Affexio Talk. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.